Sont subtils également les mots qui ont en eux un certain soupçon caché de raillerie. En voici un exemple. Comme Marie se lamentait très fort et pleurait sa femme qui s'était perdue à la branche, qui s'était pendue à la branche d'un figuier, un autre s'approcha de lui et, en le tirant par son vêtement, lui dit « Compère, pourrais-je par une grâce particulière avoir un petit rameau de ce figuier pour le greffer sur un arbre de mon jardin ?» Il y a certains d'autres mots qui sont moins vifs et qui sont dits lentement dans une certaine gravité. Ainsi, un paysan qui portait un coffre sur ses épaules heurta Caton avec, puis dit « Prends garde », à quoi Caton répondit « As-tu autre chose sur l'épaule que ce coffre ?» L'on rit aussi quand un homme qui a fait une erreur, pour y remédier, dit tout exprès une chose qui semble sotte et qui pourtant tend à la fin qu'il a dans l'esprit et s'en aide pour ne pas rester embarrassé. Ainsi, ces jours derniers, deux ennemis se trouvèrent ensemble au conseil de Florence, comme il advient souvent dans les républiques, et l'un d'eux, qui était de la maison des Altoviti, dormait. Celui qui était assis près de lui, pour rire, bien que son adversaire, qui était de la maison des Alamani, ne dit mot et n'eût rien dit auparavant, le réveilla en le poussant du coude et dit « N'entends-tu pas ce qu'un tel dit ? Réponds, car les seigneurs demandent ton avis. » Alors l'Altovite, tout endormi et sans autrement y penser, se leva et dit « Mes seigneurs, je dis tout le contraire de ce que dit Alamagne. » Sur ce, Lamagne répondit « Quoi ? Je n'ai rien dit. » Aussitôt l'Altovite répliqua « Le contraire de ce que tu diras. » Maître Séraphino, votre médecin d'Urbino dit quelque chose de cette sorte à un paysan qui, ayant reçu un tel coup sur un œil qui lui avait été arraché, décida d'aller voir Maître Séraphine pour se faire soigner. Quand Maître Séraphine le vit, il comprit qu'il était impossible de le guérir, mais pour lui soutirer de l'argent de la même manière que ce coup lui avait tiré l'œil hors de la tête, il lui fit de belles promesses de le guérir, et ainsi il lui demandait tous les jours de l'argent, l'assurant que dans 5 ou 6 jours il commencerait à recouvrer la vue. Le pauvre paysan lui donnait le peu qu'il avait, mais voyant que la chose tirait en longueur, il commença à se plaindre du médecin et à dire qu'il ne sentait aucune amélioration. Il ne voyait de cet œil pas plus qu'il n'en avait point eu en la tête. Finalement, Maître Séraphino, voyant qu'il ne pouvait plus rien lui soutirer, dit « Mon ami, il faut avoir de la patience, tu as perdu l'œil, et il n'y a plus aucun remède, et Dieu veuille que tu ne perdes pas aussi l'autre. » En attendant cela, le paysan se mit à pleurer et à se plaindre fort en disant « Maître, vous m'avez assassiné et dérobé mon argent, je m'en plaindrai à monseigneur le duc. » Et il poussait les plus grands cris du monde. Alors Maître Séraphine, en colère, et pour se dépêtrer de l'affaire, lui dit « Ah, vilain traître, tu voudrais donc avoir aussi 2 yeux comme les citadins et les gens de bien. Va-t'en au diable !» Et il accompagna ces paroles d'une telle fureur que le pauvre paysan, épouvanté, se tut et s'en alla sans demander son reste, en pensant qu'il avait tort. Il y a de la beauté aussi quand on éclaire une chose ou qu'on l'interprète joyeusement. C'est ainsi qu'à la cour d'Espagne se présenta un matin au palais un chevalier qui était fort laid avec sa femme qui était fort belle, l'un et l'autre vêtus de damas blancs. La reine dit à Alonso Carrillo « Que vous semble, Alonso, de ces deux ?» Madame, répondit Alonso, « Il me semble que celle-là est la dame et celui-là l'asco, ce qui signifie hideux. » Et aussi quand Raphaël de Pazzi vit une lettre que le prieur de Messine écrivait à une dame de ses amis, dont la suscription disait « Cette lettre doit être remise à qui est cause de ma peine », il me semble, dit-il, que cette lettre s'adresse à Paolo Tolosa. Vous pouvez imaginer comment les assistants se mirent à rire, car chacun savait que Paolo Tolosa avait prêté 10 000 ducats au prieur, qui, grand dépensier, ne parvenait pas à les lui rendre. Un tour semblable, c'est quand on donne un avertissement familier en forme de conseil, mais de façon dissimulée. Voici par exemple un mot de Cosme de Médicis à un de ses amis, qui était très riche mais peu savant, et qui, grâce à Cosme, avait obtenu une mission hors de Florence. Au moment de partir, cet homme demanda à Cosme son avis sur la conduite qu'il devait tenir pour mener à bien sa mission. « Habille-toi de rose, répondit Cosme, et parle peu. » Le rose était la couleur des vêtements des nobles florentins. Le comte Ludovic
avertissement de cette sorte à quelqu'un qui voulait passer sans se faire reconnaître dans un endroit dangereux et qui ne savait comment se déguiser. Le comte, ayant été sollicité de donner son avis, répondit: prends l'habillement d'un docteur ou quelque autre vêtement de sage. Giano Télépathie dit aussi à quelqu'un qui voulait faire une casaque de guerre aux couleurs les plus variées qu'il put trouver: prends les paroles et les actions du cardinal de Pavie. On rit aussi de certaines choses discordantes. Voici ce que dit quelqu'un l'autre jour à Messire Antonio Rizzo à propos de certains habitants de Forlì. Vous pensez, s'il est fou, il s'appelle Bartolomeo. Et un autre: tu cherches maître Stalla et tu n'as point de chevaux, et il lui manque que la richesse et l'intelligence. On rit aussi de certaines autres choses qui semblent s'accorder. Ainsi, ces jours derniers, on eut le soupçon que l'un de nos amis avait fait faire une fausse résignation de certains bénéfices. Un autre prêtre, ensuite étant tombé malade, Antonio Torello lui dit: pourquoi tardes-tu et n'envoies-tu pas chercher ton notaire pour tâcher d'attraper cet autre bénéfice? On rit pareillement de certaines autres qui ne s'accordent pas. Ainsi, l'autre jour, le pape envoya chercher Messire Giovanni Luca da Pontremolo et Messire Domenico della Porta, qui, comme vous le savez, sont tous deux bossus, pour les faire auditeurs, en disant qu'ils voulaient redresser la Rote. Le tribunal de la Rote, Rota qui signifie roue, était la cour civile et criminelle suprême de Rome. Ces juges étaient des auditeurs. Alors Messire Latin Juvenal dit: notre Saint-Père se trompe de vouloir redresser la Rote avec de tordus. On rit aussi souvent quand quelqu'un accorde ce qu'on lui dit, et plus encore lui montre qu'il le comprend autrement. Ainsi, du capitaine Peralta, qui avait déjà été conduit dans le champ clos pour combattre avec Aldana, le capitaine Mollard, qui était le parrain d'Aldana, demanda à Peralta de jurer qu'il n'avait pas sur lui de prière écrite, de charme, qui le gardasse d'être blessé. Et Peralta jura qu'il n'avait ni sur lui ni prière, ni charme, ni relique, ni objet de dévotion dans lesquels il eût foi. Alors Morla, pour lui reprocher d'être marin, dit: ne vous donnez pas cette peine, car sans jurer, je crois que vous n'avez pas foi dans tout cela, et pas même dans le Christ. C'est aussi une chose belle que d'user, dans cette intention, de métaphores opportunes, comme notre maître Marco Antonio, quand il dit à Bouton de Cézanne qu'il aiguillonnait de paroles: Bouton, bouton, tu seras un jour le bouton, et le nœud coulant sera la boutonnière. Une autre fois, comme maître Marco Antonio avait composé une comédie fort longue et en plusieurs actes, le même Borto Botone dit à Marco Antonio: pour jouer votre comédie, il faudrait pour les décors tout le bois qu'il y a en Esclavonie, en Dalmatie. À quoi maître Marco Antonio répondit: et pour les décors de ta tragédie, il ne faudrait que 3 pièces de bois pour faire un gibet. Souvent on dit un mot dans lequel il y a une signification cachée, éloignée de ce qu'on semble vouloir dire. Ainsi fit le seigneur préfet, entendant ici même parler d'un capitaine qui, en vérité, avait durant sa vie la plupart du temps essuyé des défaites, et qui pour une fois venait par hasard d'être vainqueur. Comme celui qui en a parlé avait dit que pour l'entrée qu'il avait faite dans cette ville, ce capitaine s'était vêtu d'une très belle casaque de velours, cramoisie, qu'il portait toujours après les victoires. Le seigneur préfet dit: elle doit être toute neuve. On n'est pas moins amené à rire quand parfois l'on répond à ce que l'on n'a pas dit, ce que n'a pas dit celui à qui l'on parle, ou bien quand on fait montre de croire que l'autre a fait ce qu'il n'a pas fait et qu'il devait faire. Ainsi Andrea Coccia, qui était allé rendre visite à un gentilhomme qui peu courtoisement le laissait se tenir debout, alors que lui-même était assis, lui dit: puisque vous me le commandez, pour vous obéir, je m'assiérai. Et il s'assit. On rit pareillement quand quelqu'un s'accuse soi-même de quelque faute avec bonne grâce. Ainsi, comme je disais l'autre jour au chapelain de Monseigneur le Duc, que Monseigneur à moi avait un chapelain qui disait la messe plus vite que lui. Il me répondit: c'est impossible, et s'approchant de mon oreille, il me dit: sachez que je ne dis pas le tiers des secrètes. On raconte aussi qu'un prêtre ayant été tué à Milan, Biagine et Crivello demanda son bénéfice au duc, qui avait l'intention de le donner à un autre. À la fin, Biagine, voyant qu'aucun autre argument ne vaudrait dire: et quoi,
Si j'ai fait tuer le prêtre, pourquoi ne voulez-vous pas me donner les bénéfices? Il y a également de la grâce, souvent à désirer les choses qui ne peuvent faire. Ainsi l'autre jour, l'un des nôtres, regardant tous les gentilshommes qui sont ici tirer des armes, alors que lui-même était couché sur un lit, dit « Oh, comme je serais bien aise que cela aussi fût l'exercice d'un vaillant homme et d'un bon soldat !» Une belle et spirituelle manière de parler, principalement chez des personnes graves et pleines d'autorité, c'est aussi de répondre en disant le contraire de ce que voudrait celui à qui l'on parle, mais lentement, en pesant sa réponse, en donnant l'impression qu'on hésite et qu'on suspend son jugement. Ainsi, le roi Alphonse Ier d'Aragon avait donné un jour à un de ses serviteurs des armes, des chevaux et des vêtements, parce qu'il lui avait dit que la nuit précédente, il avait rêvé que son Altesse lui donnait toutes ces choses. Peu de temps après, le même serviteur lui dit qu'il avait encore rêvé cette nuit, qu'il lui donnait une bonne somme de florins d'or. Alors le roi lui répondit « Ne croyez plus dorénavant aux rêves, car ils ne sont pas véridiques. » Le pape répondit aussi de cette façon à l'évêque de Cervia qui, pour sonner ses intentions, lui disait « Saint-Père, on fait courir le bruit par toute la ville de Rome, et dans le palais que votre sainteté me fait gouverneur. » Laissez-les dire, répondit le pape, ce sont des canailles, n'ayez aucune inquiétude, il n'y a rien de vrai dans cela. Je pourrais encore, mes seigneurs, recueillir beaucoup d'autres occasions, dont on tire des mots qui font rire. Il y a les choses qui sont dites avec crainte, avec étonnement, avec des menaces, hors de propos, avec trop de colère, et en outre, il y a certains cas inattendus qui provoquent le rire quand ils surviennent. Parfois, c'est la taciturnité, avec un certain étonnement, parfois le rire lui-même, quand il est sans aucun propos. Mais il me semble que désormais, j'en ai parlé suffisamment, car je crois que les facéties, qui consistent dans les mots, ne sortent pas des limites dont nous avons parlé. Quant à celles qui ensuite consistent dans les faits qui sont racontés, encore qu'elles aient une infinité de parties, elles peuvent néanmoins se réduire à peu de chapitres, mais dans l'une et l'autre espèce, la principale chose est de tromper l'opinion et de répondre autrement que n'attend l'auditeur. Et force est que si la facétie doit avoir de la grâce, elle doit assaisonner de cette tromperie ou de cette manière de dissimuler, de berner, ou de critiquer ou de comparer, ou de toute autre manière que l'on veut. Et bien que les facéties fassent toutes rire, elles produisent néanmoins plusieurs sortes de rires, car certaines ont en elles une certaine élégance et plaisanterie discrète, d'autres piquent, parfois de façon couverte, parfois ouvertement. Certaines ont quelque chose de lascif, d'autres font rire aussitôt qu'on les entend, d'autres plus on y pense, d'autres en faisant rire font aussi rougir, d'autres mettent un peu en colère. Mais dans toutes les sortes de facéties, il faut considérer la disposition des âmes des auditeurs, parce qu'à ceux qui sont affligés, souvent les plaisanteries donnent davantage d'affliction, et il y a certaines maladies qui empirent, d'autant plus qu'on leur applique davantage de médecine. Le courtisan donc, si dans ses mots et ses plaisanteries, il tient compte du moment des personnes, de son rang, s'il n'en use pas trop souvent, car en vérité, il est fastidieux de rester tout le jour sur le ton de la plaisanterie, dans tout ce qu'on dit est hors de propos, et pourra être dit spirituel. Il devra aussi se garder d'être acerbe et mordant, au point de passer pour méchant, en blessant sans raison, par haine manifeste des personnes trop puissantes, ce qui est de l'imprudence, ou trop malheureuse, ce qui est de la cruauté, ou trop scélérate, ce qui est de la vanité. Ou bien en disant des choses qui offensent ceux qui ne voudraient pas offenser, qu'ils ne voudraient pas offenser, ce qui est de l'ignorance. Car il y a des gens qui se croient obligés de parler et de blesser sans égard toutes les fois qu'ils le peuvent, et sans se soucier de ce qui adviendra ensuite. Appartiennent à cette espèce ceux qui, pour dire un mot spirituel, n'hésitent pas à salir l'honneur d'une noble dame, ce qui est une chose très mauvaise et digne des plus graves châtiments, parce qu'en ce cas les femmes sont du nombre des malheureux, et pour cela ne méritent pas d'être blessées en cet endroit, car elles n'ont aucune arme pour se défendre. Mais outre ces égards, il faut que celui qui veut être plaisant et facétieux soit formé d'une certaine nature propre à toutes sortes de plaisanteries, auxquelles il doit accommoder ses manières, ses gestes et son visage, qui, plus il est grave, sévère et posé, plus il fait paraître piquantes et subtiles les choses qui sont dites.
Mais vous, messire Federico, qui pensiez vous reposer sous cet arbre défeuillé et sur mes raisonnements desséchés, je crois que vous vous en repentez et que vous avez l'impression d'être entré dans l'hostellerie de Montefiore, auberge malfamée des environs d'Urbino. C'est pourquoi il sera bon que, comme fait un courrier expérimenté pour éviter une mauvaise auberge, vous vous leviez un peu plus tôt que de coutume, et que vous poursuiviez votre chemin. Mais au contraire, répondit messire Federico, je suis arrivé dans un si bon logis que je pense y rester plus longtemps que je n'avais décidé auparavant. C'est pourquoi je me reposais encore un peu jusqu'à ce que vous mettiez fin à la totalité du discours que vous avez entrepris, car vous en avez laissé une partie que vous avez nommée au commencement, à savoir les bons tours, et il n'est pas bon que cette compagnie en soit privée par votre faute. Mais tout de même, que parlant des facéties, vous nous avez montré maintes belles choses et enhardi à en user par l'exemple de tant d'esprits singuliers et de grands hommes, princes, rois et papes. Je pense que de la même façon, touchant les bons tours, vous nous donnez tant d'audace que nous oserons en préparer un même contre vous. Alors, messire Bernardo dit en riant, vous ne serez pas les premiers, et peut-être n'y parviendrez-vous pas parce qu'on m'en a tant joué que maintenant je me méfie de tout, comme les chiens qui, quand ils ont été échaudés, craignent l'eau froide. Néanmoins, puisque vous voulez que je garde aussi de cela, je pense pouvoir m'en acquitter en peu de mots.